Salut les traders, j'espère que vous allez bien, c'est Sylvain Marche, je vous retrouve comme chaque jour pour la crypto capsule. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une tentative, je dis bien une tentative, d'estimation du prix de Bitcoin sur la fin de ce bull market. Alors je sais bien que c'est un exercice qui est hautement périlleux, sur lequel on a rarement raison et sur lequel un petit peu tout le monde a envie de tenter sa chance. Où est-ce qu'on va aller sur ce cycle haussier? À quel prix sera le Bitcoin? Est-ce qu'il va être à 100 000 dollars, à 200 000 dollars, à 500 000, à 1 million? Je vois passer beaucoup de choses. Je n'ai pas plus de boules de cristal que les autres. En revanche, je constate que très souvent, parmi les estimations, les tentatives d'estimation d'objectifs de prix pour Bitcoin sur cette fin de cycle, eh bien, je constate souvent des erreurs de raisonnement, c'est-à-dire des erreurs dans la façon qui amène à obtenir un chiffre, quel qu'il soit, pour le prix de Bitcoin à la fin de ce cycle haussier. Donc du coup, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, au-delà évidemment de vous donner mon estimation personnelle, c'est vous expliquer le raisonnement qui est derrière pour un petit peu mieux comprendre la différence entre avoir un raisonnement qui est un petit peu biaisé et qui n'est pas appuyé sur des faits objectifs et construire un raisonnement avec des choses qui sont au contraire beaucoup plus vérifiables et objectifs. Et c'est ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Donc je vous dirai à la fin de la vidéo évidemment quel est mon objectif de prix pour Bitcoin, et ce que je vais vous proposer maintenant, eh bien, c'est de construire ensemble et entre guillemets en direct le raisonnement qui m'a amené à établir cet objectif. Donc là, on est évidemment sur le prix de Bitcoin sur le long terme. On a un démarrage ici qui est vers 2017, donc c'est évidemment pas le début de Bitcoin, mais en tout cas, c'est une phase que je considère comme très intéressante puisqu'on est entre guillemets dans l'ère moderne. 2017, c'est le moment où Bitcoin est entré dans le paradigme dans lequel il est actuellement, c'est-à-dire le fait qu'il soit connu de tous, utilisé entre guillemets de tous, alors qu'avant, c'était beaucoup plus confidentiel. Donc c'est un très bon point de démarrage pour essayer de poser un certain nombre de faits, tout simplement. La première chose qu'on peut poser ensemble, c'est d'observer que sur cette période-là, on est dans un canal montant. On le voit ici, si on trace, on rejoint les deux sommets, donc le sommet de 2017 et le sommet de 2021, et qu'on tire ensuite vers le futur, et qu'on rejoint les creux, donc pour établir un support qui est montant avec un point bas de marché ici, une correction Covid ici, de nouveau un point de marché ici. Et on voit que, grosso modo, même si on a un léger resserrage parce que la pente montante est un petit peu moins élevée que la résistance montante est un peu moins élevée que le support montant, on est quand même dans un assez joli canal. La deuxième chose qu'on peut faire après ça, c'est de positionner ce qu'on appelle le centre de gravité. Le centre de gravité, c'est en gros une droite qui est à mi-hauteur dans un canal, donc à mi-hauteur entre l'oblique montante en résistance et l'oblique montante en support. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi placer des supports résistance horizontaux. J'en ai placé deux ici. Le premier, c'est sur la première phase de ce graphique, et le deuxième, c'est la deuxième phase. La première phase, en gros, c'est la phase qui nous amène du plus haut de cycle 2017 à la fin de cycle 2022. Donc en gros, du haut de marché, il y a deux cycles, au bas de marché, il y a un cycle. Voilà. Et on reporte la même chose ici, c'est-à-dire qu'on prend le haut de marché du dernier cycle et on tire vers le futur de la même manière qu'on l'avait fait ici. Une fois qu'on a posé tous ces éléments-là, qui sont assez clairs, d'accord, sur lequel on voit qu'il y a vraiment quelque chose de respecté en termes d'action du prix, on peut commencer un petit peu à poser des constats. Le premier constat qu'on peut poser, au-delà évidemment de l'alternance cyclique qui est bien évidemment visible ici, c'est le fait que le prix a tendance à avancer en deux phases. Une première phase, en trois phases. Une première phase qui est évidemment le bear market, d'accord? Donc en gros, on perd 75-80% de la valeur de Bitcoin. Puis une deuxième phase où on remonte
dans une première poussée intermédiaire vers justement cette zone de centre de gravité. Puis on corrige de nouveau. Et puis ensuite, on revient chercher le plus haut historique. Et ensuite, on va chercher le haut du canal haussier. Ce qui est intéressant de constater, c'est que la hausse pour aller chercher le niveau intermédiaire, si on la reporte au moment du passage au plus haut historique du cycle précédent, eh ben c'est la même. Elle est de la même amplitude relative. Donc cette hausse de première impulsion de bull market est à peu près égale relativement à la hausse de finalement la deuxième impulsion du bull market quand on passe l'ATH précédent. C'est intéressant de constater que ce phénomène se reproduit ensuite, puisque là on a de nouveau une baisse qui est similaire de manière relative à celle qu'on a eue sur le bear market précédent, donc environ 75-80%. Ensuite, on a de nouveau un rebond sur la borne basse du canal, et on va chercher quoi comme objectif? Eh bien, on va chercher, encore une fois, de nouveau, le centre de gravité sur la première impulsion. Vous voyez que là, le prix s'est arrêté même exactement, très précisément, sur ce centre de gravité ici. Et une fois qu'on atteint le centre de gravité, on a une phase de correction / accumulation. Alors là, en réalité, c'est plus une phase d'accumulation de correction. La raison pour laquelle on est revenu travailler ici la borne basse du canal montant, c'est parce qu'on a eu l'événement Covid. Mais en fait, si on n'avait pas eu l'événement Covid, on aurait eu un prix qui aurait continué gentiment comme ça d'accumuler de manière plus ou moins horizontale, de la même manière qu'on l'a ici. Hein. D'accord? Vous voyez que là, on est sur une zone ici qui est très similaire à cette zone-là si on remonte exactement 4 ans avant, puisque là, on est en octobre 2024 et là, on est en octobre 2020. Donc en termes de temporalité, même si ici, on était monté plus vite, puis on a accumulé plus longtemps, là, on a fait l'inverse. On est monté entre guillemets plus lentement et on accumule un petit peu plus rapidement. Mais en termes d'objectifs, on est dans la même temporalité en termes de longueur et dans la même amplitude en termes de hauteur, puisque dans les deux fois, on revient chercher dans une première phase de bull market ce centre de gravité qu'on voit en orange ici. Donc si maintenant, ça m'amène justement à ma fameuse estimation d'objectif de prix, on continue d'utiliser ces mêmes éléments, eh bien je vais prendre cette hauteur-là, d'accord, et je vais la reporter relativement à l'identique au niveau d'ATH, donc au moment où on fait une cassure du plus haut historique du cycle précédent sur lequel on est sur le point, qu'on est sur le point de faire actuellement. Donc où est-ce que ça nous amènerait? C'est intéressant parce qu'il y a ici une convergence de deux éléments. On a à la fois une convergence pour la hauteur, en reportant cette hauteur-là avec celle-ci, de la même manière qu'on l'avait eu ici et ici. Mais on a aussi, il se trouve, qu'en prenant cette flèche-là, vous voyez, c'est exactement la même, je la mets ici, et il se trouve, entre guillemets, comme par hasard, que ça m'amène exactement à la résistance du canal haussier dans lequel on est. Donc c'est ça que j'appelle convergence de deux facteurs ici. Donc c'est très intéressant. Et vous voyez que même si évidemment ça ne reste qu'une estimation, que ça peut ne pas être juste, qu'il n'y a pas de certitude, vous voyez que mon raisonnement il se construit à partir de faits objectifs sur le comportement passé du prix et pas juste on va soit $1 million parce que Michael Saylor a dit qu'on allait à $1 million, ou on va aller que à 120 000 $ parce que Bitcoin c'est de la merde, c'est fini. Avec l'analyse on-chain, la valeur juste intrinsèque de Bitcoin, c'est 150 000 $. Mais en fait, ce n'est pas des raisonnements qui sont suffisamment construits et qui s'appuient sur suffisamment de faits. Moi, je m'appuie sur quoi? Au-delà de regarder l'action du prix, je m'appuie sur le comportement du marché. Pourquoi est-ce que les prix, l'évolution des prix est cyclique? Parce que la réaction des humains face au marché, elle est toujours la même et donc c'est ça qui crée en réalité les cycles. C'est le comportement des humains qui induit des comportements d'achat et de vente qui induisent le prix. Donc en réalité, faire de l'analyse technique, en fait, c'est faire de la psychologie, hein, c'est faire de la psychologie de foule. Et ce qu'on observe en regardant le prix, c'est pas des principes mathématiques, c'est pas des principes physiques, c'est pas de la science
dure. En fait, c'est ce qu'on appelle la science molle, c'est-à-dire on est plutôt dans la psychologie et dans l'observation du comportement humain qui n'est évidemment pas précis comme des constantes physiques qui sont immuables dans l'univers. Mais qui malgré tout ont quand même un certain nombre de fondamentaux qui se répètent quand la situation est identique. Donc, on pourrait dire que oui, la fair value de Bitcoin, c'est-à-dire la valeur réelle intrinsèque de Bitcoin, c'est finalement ce centre de gravité. Et que du coup, le centre de gravité, il nous amène sur un Bitcoin à 150 000 dollars, ce qui semble être une forme de consensus dans certains types d'estimations que je vois passer chez les analystes, les réseaux sociaux, etc., etc. Mais le problème, c'est que l'humain, il ne réfléchit pas en faire value. L'être humain, soit il est trop optimiste, soit il est trop optimiste. Donc pour atteindre cette valeur juste, il faut d'abord la dépasser à l'excès pour ensuite recorriger à l'excès. Et c'est pour ça que même si la valeur juste de Bitcoin, c'est cette droite-là, le prix de Bitcoin n'avance pas sur cette ligne orange ici. Il avance en allant à l'excès au-dessus, puis à l'excès en dessous, puis à l'excès au-dessus, puis à l'excès en dessous. Et parce que les êtres humains ont un comportement naturel et des phénomènes psychiques qui vont alterner de l'excès d'euphorie à l'excès de peur, l'excès de bruit à l'excès de peur, mais toujours finalement en oscillant autour d'une valeur intrinsèque de l'actif sur lequel ils sont en train d'investir ou de spéculer. Et ça, ici, on est sur des principes fondamentaux que je n'ai pas inventés et qui me permettent justement de construire mon raisonnement pour cette prévision du futur prix de Bitcoin. Donc où est-ce que ça nous amène le haut de cette borne, l'excès d'optimisme au-dessus de la fair value en prenant en compte la temporalité, l'amplitude des cycles précédents et donc l'amplitude de l'excès d'optimisme des investisseurs des cycles précédents, eh bien ça nous amène à un Bitcoin à environ, sur fin 2025, vous voyez que j'ai mis la barre ici, donc on pourra plutôt le mettre comme ceci, même si évidemment le prix ne va pas avancer comme ça, aux environs de 300 000 dollars. Voilà. Moi, je pense que 300 000 dollars, c'est un chiffre qui à la fois est réaliste, dans le sens où non, ça ne va pas être 1 million de dollars ou que sais-je, mais en même temps prend en compte le fait que même si la fair value pour ce cycle, c'est un Bitcoin à 150 000 dollars, parce que usage du réseau, parce que analyse on-chain, parce que NVTS, parce que tout ce que vous voulez, etc., et je ne suis pas foncièrement en désaccord avec ça, eh bien, l'excès d'euphorie, l'excès d'optimisme va faire qu'on va dépasser ces 150 000 dollars. Et historiquement, eh bien, on l'a dépassé dans cette amplitude-là de canal qui, si on la reporte, nous amène à 300 000 dollars. Donc le double, grosso modo, le double de la fair value, avant non pas de revenir ensuite dans la phase baissière sur la fair value, mais de revenir plus bas que la fair value et continuer cette oscillation autour d'un centre de gravité qui est une espèce de valeur fondamentale de l'actif. Donc tous les actifs n'avancent pas forcément dans des canaux comme ça. Parfois, il vaut mieux travailler avec des courbes qu'avec des canaux avec des droites. Si on prenait le prix de Bitcoin avant 2017, on se rendrait compte qu'en fait, on est dans une courbe logarithmique. Il y a plein de représentations comme ça. Mais là, aujourd'hui, je voulais quand même simplifier un petit peu les choses et le raisonnement. Et parfois, il vaut mieux simplifier un peu les choses plutôt que les compliquer. Ça permet finalement d'avoir des objectifs plus clairs, d'avoir des raisonnements plus clairs qui sont peut-être pas tout à fait justes, mais qui vous permettront de prendre de meilleures décisions et de garder la tête plus froide pour identifier les points d'intérêt pour acheter et vendre. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Ajoutez vos commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord? Est-ce que vous avez une autre vision sur le prix de Bitcoin pour fin 2025? Quels sont les éléments que vous aurez pris en compte pour peut-être affiner un petit peu les choses? C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous, soit en commentaire, soit directement sur Discord, le Discord de la communauté Stratégie. Les liens pour nous rejoindre gratuitement sont en description. Moi, je vous dis à demain. Et d'ici là, comme toujours, bon vent
et bon trade. Salut.